Hey, salut à tous, c'est Night Owl avec comme toujours 10 ans de retard. Je vais finalement vous donner mon avis sur Gardien de la Galaxie volume 2, et comme j'ai effectivement pas mal traîné pour faire cette vidéo, je serai rapide et terminerai par une petite explication des nombreuses scènes post-génériques du film. Je ne me prive pas pour les spoilers, bien évidemment. Ce qui est intéressant avec les films du Marvel Cinematic Universe, c'est qu'ils ne sont pas simplement des films de super-héros, mais des films de genre différents et précis, exploitant les codes qui les caractérisent. Cela a beaucoup participé à leur succès auprès du public. En 2014, Gardien de la Galaxie, premier du nom, sort du lot en se rangeant dans la catégorie science-fiction. Et finalement, en 2017, avec le deuxième volume, nous retrouvons l'univers cosmique du MCU avec Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot qui, forts de leur succès dans le premier volet, sont embauchés par les souverains pour combattre l'Abilisque, créature venue d'une autre dimension. Une fois le travail accompli, ils se voient remettre Nebula, la sœur de Gamora criminelle qu'ils recherchent. Mais Rocket ayant volé des batteries et les souverains étant très rancuniers, une course-poursuite s'engage. Les gardiens parviennent à s'échapper et s'écrasent sur une planète où Ego, le père de Star-Lord qu'il n'a jamais connu, vient à leur rencontre. Il va rapidement se révéler être le vilain du film et les gardiens vont tenter de mettre fin à ses agissements, aidés par Mantis qui se retourne contre Ego, un Yondu chassé des Ravagers par Taserface et une Nebula rancunière. Ce qui est évident quand on voit ce film, c'est qu'il se concentre plus sur les personnages, leurs relations, leurs défauts et leurs doutes. Volume 2 est quasi complètement détaché du reste du MCU, ce qui est une bonne chose car les différents opus ressemblent de plus en plus à des bandes annonces pour annoncer les suites inévitables. Ici, pas de pierre de l'infinité, de Thanos, d'événements majeurs pour l'univers. C'est une décision de réalisateur James Gunn que je ne peux qu'applaudir. Autre décision dévoilée très tôt pour ce film, son thème de la famille, avec en particulier la relation père-fils et sa définition. Le premier volet se terminait avec un mystère autour de l'identité du père de Star-Lord, mystère résolu dans ce deuxième film puisque l'on découvre qu'il s'agit d'Ego la planète vivante, incarnée dans sa forme humaine par Kurt Russell. Dans un premier temps, comme beaucoup de monde, je pense, j'avais quelques réserves concernant ce personnage, qui n'est pas le père de Star-Lord dans les comics, certes, mais je me demandais surtout comment James Gunn allait parvenir à le faire fonctionner à l'écran et dans son histoire. Mais finalement, il est rendu assez crédible, et l'idée du père, dans un premier temps accueillant et bienveillant, qui cherche en réalité à manipuler son fils pour servir ses propres intérêts, est à la fois intéressante et terrible. Cependant, c'est dans la scène de la mort de Yondu que se concentre toute la morale et le message du film. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, mais l'amour. La famille et même la relation père-fille dans ce cas est également au cœur du conflit Nebula-Gamora, puisque leur haine a été nourrie par leur père Thanos, uniquement mentionné dans ce film. Et ce n'est qu'en s'écoutant qu'elles vont parvenir à faire la paix. Je ne m'attarderai pas sur les nouveaux personnages, Mantis, Souverain et Ravagers, qui viennent étendre cet univers, ce sont tous des additions très plaisantes. Il y a un sujet que je voudrais aborder vite fait, c'est l'humour et le ton du film. Comme dans le premier volume et plus généralement dans les films de Marvel Studios, l'humour est très présent dans volume 2. Cependant, celui-ci se démarque par des blagues plus adultes sans qu'elles soient plus matures, et quelques détails comme une planète de robots prostituées ou encore des Ravagers largués dans l'espace pour mourir, détails qui sont assez étonnants dans un film tout public et de Marvel Studios. Visuellement, volume 2 est tout ce que j'espérais, il possède une des images les plus belles du MCU, ayant finalement abandonné la caméra Alexa et l'étalonnage grisâtre pour des couleurs qui ressortent beaucoup plus. Il y a des plans vraiment magnifiques, et si les effets numériques sont toujours présents, ils sont bien évidemment justifiés et globalement très bien réalisés. Ainsi, Gardien de la Galaxie Volume 2 n'est pas forcément meilleur que le premier, ce n'est pas non plus le meilleur film du MCU, mais il est très sympathique, assez profond comparé à d'autres, et reste finalement une réussite. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur le film pour en discuter. Mais à présent, comme promis, voici une analyse explication des 5 scènes post-génériques du film. Un nombre assez exceptionnel puisqu'il y en a généralement 2. Dans la première scène cachée, nous pouvons voir Kragling, seul ravageur resté fidèle à Yondu, s'entraîner assez maladroitement avec la crête et la flèche que son capitaine lui a laissée avant son ultime sacrifice. Il n'y a pas de réel enjeu dans cette scène qui semble uniquement faite pour le plaisir
pour être drôle, surtout quand Drax se prend la flèche dans le cou alors que Kraglin pense avoir finalement maîtrisé sa nouvelle arme. La deuxième scène post-générique est beaucoup plus intéressante. On y voit Stakar Ogord, alias Starhawk, joué par Sylvester Stallone dans le film, qui réalise, grâce à la mort de son ami Yondu, que la vie est courte, ce qui lui donne envie de réunir des Ravagers avec qui il a travaillé dans le passé. Ce qui rend cette scène intéressante, c'est qu'elle semble faite pour les fans de comics en présentant des personnages plus ou moins familiers. Martin X, joué par Michael Rosenbaum, et Charlie Vansett, joué par Ving Rhames, faisaient partie des gardiens dans les comics en 1975 aux côtés de Yondu. Starhawk et Aleta Ogord, joués par Michelle Yeoh, sont arrivés plus tard dans les comics, tandis que la créature rouge, Krugar et Mainframe, doublés par Miley Cyrus, sont de leur côté des personnages majeurs dans l'histoire des gardiens. C'est donc une équipe composée de personnages importants et de grands acteurs qui est créée. Elle reviendra sans doute dans de futurs films, peut-être dans Avengers Infinity War ou Gardiens de la Galaxie Volume 3, annoncé comme étant le dernier avec les gardiens tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il faudra bien que le MCU se renouvelle arrivé à un certain point. La troisième scène post-générique est elle aussi très intéressante et constitue un énorme tease pour les fans de Marvel. On y voit Ayesha, reine des souverains, humiliée par la défaite de son peuple, supposé être sans faille et qui a mis en place tous les moyens pour récupérer les batteries volées, ce qui constitue tout au long du film plus une situation comique qu'une véritable menace. Mais elle affirme dans cette scène avoir trouvé le moyen de créer un nouvel individu encore plus parfait, qu'elle appellera Adam, et qui permettra enfin de prendre sa revanche sur les gardiens de la galaxie. Il s'agit bien évidemment de la promesse de l'arrivée dans le MCU d'Adam Warlock, personnage majeur des comics. Si cet adversaire de Thanos qui met fin à ses agissements dans Infinity Gauntlet n'apparaîtra pas dans Infinity War, on peut tout de même s'attendre à le voir débarquer dans sa suite directe, Avengers 4, puisque Kevin Feige a empêché James Gunn de l'utiliser dans Volume 2. Passons à présent à la quatrième scène post-générique. À la fin du premier Gardien de la Galaxie, Groot est replanté suite à sa mort et devient donc Baby Groot. Volume 2 se déroulant peu de temps après, il garde cette forme dans le nouveau film. Mais nous découvrons dans cette scène un Groot adolescent, avec des racines de partout dans sa chambre scotché devant un écran, ce qui constitue une métaphore assez réussie de ce stade de la vie. Chronologiquement, volume 1 et 2 se déroulent plusieurs années avant Infinity War. On peut donc s'attendre à ce que d'ici Infinity War, Groot sera adolescent ou de nouveau adulte. James Gunn ne comptait pas reprendre Baby Groot dans volume 2, mais le succès de sa brève apparition à la fin du premier film l'a conduit à faire ce choix. Nous voici finalement arrivés à la cinquième et ultime scène cachée, probablement une des plus importantes de l'histoire du Marvel Cinematic Universe et concernant l'incroyable Stan Lee. Cette scène est dans la continuité de son apparition dans le film où il porte une combinaison d'astronaute, racontant aux Watchers, totalement inintéressés, tout ce qui lui est arrivé sur Terre. Il fait une référence directe à son apparition dans Civil War, confirmant qu'il s'agissait du même personnage dans tous les films et qu'il pourrait bien être lui-même un Watcher. Les Watchers ou gardiens sont des entités cosmiques qui observent et enregistrent toute forme de vie dans l'univers, sans intervenir malgré l'étendue de leur pouvoir. Uatu est le plus important puisque c'est lui qui regarde ce qui se passe sur Terre et a désobéi à la règle des Watchers dans les comics. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. A priori la prochaine fois qu'on se voit ce sera pour parler de Wonder Woman, film que j'attends avec énormément d'impatience et que je vais voir ce soir. N'hésitez pas à vous abonner et tout le reste, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.